fête à tous et bienvenue à ce nouveau numéro de Tribune Libre sur Canal Numérique Télévision Bisika Inso Bozali Kokate Biso to Kinshasa pe Mokili Mobimba via toutes les plateformes numériques. Lelo Nakotambo à travers Biteni Misato. Quel plan pour réduire le nombre de cas de risque de travail au Congo démocratique? La réponse avec M. Ezekiel Mpiana, inspecteur général du travail, à suivre dans quelques instants. Tokomi wapi na mama likambo ya installation ya radio pharmacie na mboka Congo. Tokoyoka yano ya radio pharmacien congolais Eric Kadima Tshisekedi oyo akoyebisa kutu nini azali kosala na parcours oyo ya sensibilisation oyo azali kokoba na yango à travers les centres hospitaliers congolais. Nzokande le docteur Arnold Soulou, médecin directeur du centre hospitalier Nganda, il y a Yebisibiso, nini oyezali à la base, il y a augmentation, il y a baka, il y a guat na capitale Kinshasa particulièrement et Congo démocratique en général à lobby, ezali de consommation, il y a maï de mauvaise qualité. Kasi nini sengeli kosala, tokoyo kaye na mwasi matango. Kimia, mpe boboto, c'est vrai que tous allez kosungama na nzela masini na mampinga na longa Tribune Libre Daniel Chisungu, Jeff Azam, Padou Bombusa, Georges Nkongolo et Rigen Maleo. Ndé tolobaki na côté là. Quel est le plan qu'il faut pour réduire sensiblement les cas de risque de travail dans le Congo démocratique? Et Sengeli, sécurité et santé au travail, oyo employeur inso azali tenu ya kosalela au profit ya ba employé naye. Maloba ya inspecteur général du travail Ezekiel Mpiana. Tomoyoka boeto yako zonga ao. Je pense que la RDC a prévu des normes qui n'est pas mon plan moi, mais des normes ou une politique de prévention des risques professionnels. Et il y a tout un titre qu'on appelle le titre 7 qui consacre la santé et la sécurité au travail. Donc quand on doit partir des articles 159 à 176, tout est là. Mais il faudra expliquer que même les normes internationales, parce que la RDC est membre de l'OIT, il y a la convention, il y a plusieurs conventions, mais entre autres, prenons la convention numéro 155, qui parle de la sécurité et santé au travail. C'est là que l'OIT est en train de rappeler à ses membres de veiller plus sur la sécurité et la santé des travailleurs. Mais en RDC, ce titre est clair et réparti en santé au travail, sécurité au travail, comité de sécurité, hygiène et embellissement de lieux de travail, hygiène au travail. Voilà que, à partir de là, en appliquant cette politique nationale qui est prévue dans ces articles, nous permet de prévenir les risques. Mais il faudra savoir que le lieu du travail est plus connu par l'employeur. Et c'est lui qui en est le responsable et qui doit prévenir. Là-bas, nous passons juste dans les cas des contrôles pour vérifier est-ce qu'on a éloigné les travailleurs du risque, est-ce qu'on a supprimé le risque, c'est du travail. Est-ce que les travailleurs, c'est pour les produits qui sont toxiques sur le lieu du travail, qui sont nuisibles à la santé du travailleur? Est-ce que le travailleur est épargné à tout ça? C'est comme ça qu'il y a même l'intervention de l'expertise que nous sollicitons dans l'article 174 où on recourt au service privé de prévention de risques professionnels.
qui sont équipés et qui nous permettent d'utiliser d'utiliser des techniques et des appareils, des machines, des techniques sur des machines et engins, des palans, pour nous permettre de voir est-ce que ces interfaces de l'homme ne présentent pas des dangers pour le travailleur. Et en ce moment-là, quand eux font ce travail-là, ils nous font le rapport. Et nous, en lisant le rapport, eux, ils n'ont pas la force contraignante pour sanctionner ces violations, mais ils sont là pour donner des recommandations. Et quand ils nous transmettent le certificat ou le rapport de contrôle technique, nous, à notre tour, nous avons un département de sécurité technique ici qui va commencer à suivre ça de plus près et les recommandations qu'on a formulées pour telle machine. L'observation qu'on a donnée pour tel engin, est-ce que vous avez suivi ça? Ça, cette machine, on a dit de le mettre à l'arrêt. Pourquoi vous l'utilisez encore? Et je vous révèle que la plupart des engins ou machines qu'on a dans le service de prévention recommandé plutôt à l'employeur de le mettre hors usage, ce sont des engins et machines qui connaissent des accidents. Pour la plupart des cas des accidents que nous avions eu à constater. Donc, ici, c'est être vraiment très regardant sur la prévention et l'OIT veut que nous puissions abonder dans ce sens-là. Et vous verrez vous-même que le chef de l'État est en train de se concentrer sur l'homme congolais, sur le travailleur congolais. Tout est là et la loi a tout prévu. Et nous sommes en train de travailler. C'est comme dans le cas des professeurs. La loi ici oblige l'employeur à organiser la santé au travail. C'est une obligation pour l'employeur. La sécurité au travail. C'est une obligation à l'employeur d'organiser la sécurité au travail. Parce que quand vous allez dans une entreprise, sur n'importe quel lieu de travail d'un employeur, c'est lui-même qui en est le responsable en cas de risque. Il a l'obligation de mettre tous les moyens qu'il faut pour que tout celui qui vient sous son lieu, il entre sain et il sort sain. Puisque le travailleur qui vient chercher de l'emploi, il ne vient pas chercher la mort chez un employeur. Et il y a même un adage français qui dit, par défaut de prévoyance, même l'employeur peut se retrouver en prison. Donc, ici, on réveille l'employeur qu'il est responsable de son site, civilement et pénalement. Et c'est lui qui emploie, qui appelle les gens à venir travailler chez lui. Il a l'obligation de les sécuriser. Il a l'obligation de mettre tous les mécanismes pourvu que ces gens-là travaillent en sécurité et que leur santé ne soit pas touchée. Et vous verrez que le législateur a même prévu que ce service de santé au travail soit piloté par un médecin du travail. Et celui-là, il a un rôle à jouer. Et nous venons juste pour vérifier la conformité. Est-ce que vous vous êtes conformé à ce que la loi dit? Mes inspecteurs, quand ils vont sur le terrain, inspecteurs et contrôleurs, c'est vérifier la conformité. Est-ce que vous vous êtes conformé à ce que la loi dit? Tel article dit ceci. Est-ce que vous vous êtes conformé à ça? Et c'est ce que nous allons encore accentuer le regard en 2026. Le travailleur qui est l'interface de la machine, il est plus important que la machine. Mais à un certain moment, on a donné de la valeur à la machine qu'à l'homme. Or, la vie n'a pas de prix. Vous perdez un travailleur, vous nous laissez autant d'orphelins qui, s'il n'y a pas de responsable, on se retrouvera avec
des Koulouna. Tout ça, c'est parce qu'on n'a pas été regardant. Ces Koulouna-là, vous savez, je vais vous donner, si j'en profite aussi par ça pour vous donner un exemple. Quand il y a un risque professionnel, donc un accident de travail, et suite à cela, nous perdons les travailleurs humains, ou ici comme les enfants restent et la veuve. Au départ, on peut dire, il y a des gens qui viennent, non, non, moi je vais prendre les enfants en charge, tout ça. Mais à un moment, il va évoluer. Pour quand il va se dire qu'il n'y a personne qui va me remercier, il lâche ces enfants-là et ces enfants-là restent sur la rue. Et un jour, vous apprenez qu'il y a un médecin qu'on a tabassé par des Koulouna. Non, quelque part, il y a des gens qui s'aiment. Au lieu de faire son travail comme il se doit, dans l'identification des dangers, il fait ça avec négligence et les conséquences seront fâcheuses. Quand on perd les travailleurs, mais ces enfants-là, et comme Dieu fait payer à chacun selon ses œuvres, ces mêmes enfants-là, il le retrouvera là où il est pour les frapper. Pour moi, c'est comme ça que je vois les choses. Voilà, là on a le médecin du travail. Il y a une obligation de placer un service de sécurité et embellissement de lieu de travail. C'est tout un département que l'employeur doit aussi mettre à côté. Pour la surveillance des dangers, celui du travail. Le médecin, lui, il surveille, il a la surveillance médicale des travailleurs et la surveillance sanitaire des lieux de travail, les secours immédiats et les soins d'urgence aux victimes. Mais celui qui est chargé de sécurité, lui, il a la surveillance technique des travailleurs et la surveillance sanitaire des lieux de travail, l'animation et la formation générale des travailleurs. C'est-à-dire, ici, vous allez voir qu'ils ont des points communs. Et le médecin du travail et le soin de sécurité. Les deux là, vous allez voir, la surveillance sanitaire des lieux de travail, c'est une responsabilité qui leur incombe tous. Donc, tout ça, c'est parce que le législateur veut mettre l'accent sur les conditions meilleures sur le travail. Alors, si tel est le cas, sécurité et santé au travail, quelles sont alors les mesures prévues pour les entreprises récalcitrantes pour pouvoir employer, entre guillemets, opérateurs économiques étrangers en train de bafouer les dispositions du Code du travail au Congo démocratique? Il y a l'article du Code du travail qui sanctionne tous les employeurs récalcitrants. Et il faudra vous dire que la sanction est quand même faible. C'est ce qu'il faudra quand même retenir, la sanction est quand même faible. Il faudra, nous faisons rapport parce que dans l'émission de l'inspecteur du travail, c'est de révéler aussi à l'autorité hiérarchique les textes qui ne cadrent pas ou qui ne sont pas à jour ou qui nécessitent des amendements ou qui ne marchent pas avec la réalité actuelle. Voilà un peu, mais je voulais souligner aussi qu'il y a le comité de sécurité, hygiène et embellissement des lieux de travail. La loi impose à chaque employeur, parce que l'arrêté 043 prévoit l'effectif pour constituer ces comités-là. Ce comité-là, il est constitué pour checker le travail du médecin du travail et le travail de la sécurité, celui qui est chargé de sécurité au travail et de l'environnement. C'est comme ça que
Ce comité-là, il est piloté par le président de ce comité-là, c'est le responsable de l'entreprise. C'est l'employeur lui-même ou son représentant. Pourquoi? Quand il donne son représentant, le représentant doit avoir la décision de faire sortir, qu'il doit avoir la décision dans l'entreprise. Ce qui peut faire sortir l'argent pour les mesures correctives lorsqu'il y a eu une situation compliquée. Ou quand il y a des cas qu'il faut remplacer, par exemple, quand on trouve que les nuisances, on rencontre des nuisances, entre autres, on voit que la lumière, les ampoules sont devenues faibles et qu'il y a beaucoup de bruit là, qu'est-ce qu'il faudra mettre en place? Que ce responsable soit à mesure de modifier, de rectifier les choses. De mettre les moyens. Ça, je parle de mettre les moyens. Donc, il y a une obligation aussi que le lieu du travail doit être propre, loin de nuisances. Là, c'est l'hygiène au travail. C'est là qu'on utilise des appareils, on appelle ça des appareils de nuisance, où on vérifie la température, on vérifie le niveau de bruit. Donc, on a la lumière, on a l'oxymètre pour ainsi de suite. Les vibromètres, ce sont des appareils qui vont permettre, il y en a, la liste n'est pas limitative, et il y en a beaucoup qui permettent à ce que le lieu du travail soit un lieu qui n'apporte pas la mort, mais un lieu où tout le monde peut se sentir à l'aise. Voilà. C'est donc une affaire assez ouverte. Quel Canadien avec vous êtes inspecteur général du travail? Je vous remercie. C'est moi qui vous remercie. Nini esali ete mot d'ordre d'arrêt du travail oyo epesamaki na base ya secteur ya transport na mboka na biso Congo etiama na se jusqu'au fin janvier 2026. André Chikoji, président ya force ouvrière ya mboka na biso Congo, alobi amoni na bilaka ya ba autorité congolaise makambo ebele ya malamu yango nde esengeli etiama na misala soki te bazongela mbele na bango tomoyoka boye toya kozonga. Koji, vous êtes président des forces ouvrières de la République démocratique du Congo. Attendez. De la République démocratique du Congo, vous venez de reporter la décision que vous aviez prise pour mettre de l'ordre dans le secteur des transports, dans la ville de Kinshasa, avec les motards. Est-ce parce que le gouverneur vous a rassuré? Bon, nous rassurer, c'est une chose, mais ce que nous avons pris comme décision, en âme et conscience, que nous ne voulons pas créer une situation, une psychose en cette période de fin d'année, alors que tout le monde, malgré la crise, tout le monde attend à passer des moments de réjouissance avec sa famille, nous tous concernés, même ceux qui nous brûlent les véhicules. Aujourd'hui, tout le monde comprend qu'il dépend du secteur poids lourd. Donc, ces véhicules qui brûlent, ce sont eux qui servent à leur amener à manger tout ce qu'il faut pour les fêtes de fin d'année. Alors, nous sommes dans des palabres avec le gouvernement central, autour du gouvernement central, tous les partenaires de la tripartite, ainsi que le gouvernement provincial de la ville-province de Kinshasa, évidemment. Il y a ce que nous avons présenté comme exigence, mais il y a aussi de l'autre côté les attentes de la population. Vous savez, quand il n'y a rien à manger, c'est tout un problème dans le pays. Mais il y a des avancées par rapport à nos exigences, notamment celle de voir tout ce qui opère comme conducteur
des motos, taxis, tricycles, quitter la nationale numéro 1 parce que ce ne sont pas des conducteurs, ce ne sont pas des mains expertes, ils ne maîtrisent rien du tout, nous devons le dire maintenant à haute voix. Et ils ne peuvent pas s'aventurer dans ce milieu-là. Et assez souvent, les accidents qui arrivent, ce sont eux-mêmes qui se font tuer. Mais ils sont forts pour incendier les véhicules, tabasser un chauffeur isolé, voire même tuer. Donc, il y a une réponse par rapport à ça. Nous étions entendus. Et je crois que nous allons obtenir ce que nous avons demandé quant à ce. Bon, il y a l'aspect d'indemnisation des sociétés qui ont perdu leurs véhicules. Il y a plusieurs exigences. Le problème de SMIC, trop de problèmes dedans. Et je crois à chaque question, à chaque revendication présentée, on a essayé d'avoir une réponse. Il nous reste maintenant de traduire tout ça en actes pour que nous puissions bénéficier, voir tout ça se concrétiser dans le secteur. Donc, voilà. Et ce qu'il y a maintenant est que, bon, oui, le gouvernement est notre partenaire, mais c'est l'État qui gère le pays, qui nous gère tous. Et en attendant que tout cela soit fait, il y a une réunion qui va suivre encore rapidement là. Nous avons promis au VPM de transport, lui qui nous a beaucoup aidé depuis le début. Bon, nous pensons qu'il va encore peser de tout son poids pour nous permettre d'obtenir ce que nous voulons et nous permettre un travail aisé sur la nationale. Il y a le problème de l'insécurité avec les coupeurs de route. Il y a toute cette insécurité engendrée par les motos aujourd'hui, les populations de proximité de route qui, chaque fois qu'un véhicule se renverse, viennent pour piller, voire même achever les équipages. Il y a toute une série de problèmes. Les agents de l'État qui inventent des taxes à gauche, à droite. Tout ça, nous devons quand même trouver des réponses. Il y a des bribes. Nous attendons voir que le document final soit signé. Et bon, déjà là, c'est quelque chose. Nous ne pouvons pas maintenir le mot d'ordre, surtout que nous sommes en une période très sensible. Ça risque de créer encore la flambée des prix des biens de consommation. Parce que vous savez, ici chez nous, les gens aiment spéculer. Dans des moments comme ça, c'est l'occasion pour eux de faire beaucoup d'argent. Et les concernés, c'est vous, c'est moi, c'est toute la population congolaise. Nous avons, en toute responsabilité, répondu à l'interpellation du... La médecine nucléaire à l'ère de la couverture santé universelle au Congo démocratique. Le radiopharmacien Eri Kadjima Tshisekedi poursuit la série de sensibilisations à travers les centres hospitaliers kinois. La semaine dernière, il était au centre hospitalier Nganda avec le staff médical de cet hôpital, raison pour laquelle médecin directeur à l'hôpital, un docteur Arnold Soulou, a signalé qu'il était bomatiato ya bato bazana Guatre na Kinshasa, la capitale, ou au Congo démocratique ezali dû na consommation ya mai de mauvaise qualité. Toyo kanano mwana mboka Eri Kadjima Tshisekedi na docteur Arnold Soulou, médecin directeur ya centre hospitalier Nganda boyeto ya Kozonga. Monsieur Eri Kadjima, vous venez de terminer la conférence scientifique sur la radiopharmacie en République du Congo au centre hospitalier Nganda. Qu'est-ce que nous pouvons retenir de cet échange avec le staff médical du centre hospitalier Nganda? En tout cas, le staff du centre hospitalier Nganda a été très réceptif. Nous avons été bien accueillis. On nous a donné un temps de nous exprimer, ils nous ont écoutés. Et au niveau des échanges de questions, j'ai senti qu'ils étaient vraiment très
très intéressés. Donc, et il y a eu même des propositions qui sont sorties là-dedans, dans le sens de continuer la collaboration et même les échanges entre le staff d'ici et le personnel de la médecine nucléaire. Et aussi même, il y a eu des propositions même de nous envoyer de médecins pour qu'ils apprennent quelque chose sur la médecine nucléaire. Et d'ailleurs, ça fait même partie de la mission du commissariat général d'énergie atomique, la formation. La formation, non seulement nous sommes dans les activités nucléaires, mais la formation fait partie aussi des objectifs du commissariat général à l'énergie atomique. Et là, ça cadre vraiment avec l'objectif de notre institution. Que faire pour rentabiliser ces départements? Combien de patients faut-il? Pour quelle durée? Pour que les activités de la médecine nucléaire deviennent rentables, nous devons avoir au moins 60 patients par générateur. Et un générateur de technétium, c'est 2 semaines. Donc si nous avons 60 patients, et c'est possible, 60 patients, et comment on peut les obtenir? Comment on peut les obtenir? C'est à travers ce que nous sommes en train de faire, la vulgarisation. Nous sommes en train de parcourir les différentes institutions hospitalières pour sensibiliser les médecins. Parce que ce sont les médecins qui ont des patients. Ce sont les médecins qui demandent des examens. Et si les médecins sont au courant et qu'ils nous envoient suffisamment de patients, la médecine nucléaire n'aura pas de problème de rentabilité. Un message particulier à ceux qui doutent encore de l'apport de la médecine nucléaire au Congo démocratique? La médecine nucléaire, c'est important parce que sans la médecine nucléaire, c'est comme si on prend toutes les applications de la médecine dans notre pays comme étant un organe. Sans la médecine nucléaire, c'est comme si vous avez un handicapé. Donc il y a quelque chose qui manque. La médecine nucléaire est vraiment, vraiment important. Et ça, on s'en rend compte à chaque fois qu'on rencontre un staff. À chaque staff, on rencontre vraiment que non, effectivement, la médecine nucléaire est importante. Même les médecins sont convaincus. Vous auriez interviewé certains médecins et vous aurez remarqué qu'ils sont convaincus. Merci beaucoup, merci pour cette venue ici au centre hospitalier Nganda et merci pour la question. Et la question que vous posez, en fait, elle entre dans un circuit, dans un panel d'actions qui nous permet de lutter contre le cancer. Il faut savoir que le cancer, en fait, déjà, pour partir de là, il faut comprendre le contexte. Le cancer dans le monde, depuis 2022, on le sait avec Globocan, qui est un peu l'organisme de l'OMS qui nous permet un peu d'observer et de comptabiliser les cas de cancer dans le monde. Il nous montre que vous avez l'incidence, donc c'est-à-dire le taux de nouveaux cas de cancer de 20 millions, avec environ 10 millions de décès. Mais ça, c'est pour 2022. Le pire est à venir. Parce que ce que dit Globocan, c'est que quand on regarde ce qui va arriver dans les années qui vont venir d'ici 2030, 2050, on voit que le nombre de cas va exploser. Et ce qui nous intéresse, c'est que non seulement ce nombre de cas va exploser, mais ce nombre de cas qui vont être explosés vont être recrutés dans des pays à revenus faibles et intermédiaires comme notre pays, la RDC. Ce qui montre donc toute une importance de pouvoir lutter contre le cancer. La meilleure façon de faire, c'est que le cancer n'existe pas. Ça serait donc de travailler sur de la sensibilisation et de travailler sur des dépistages. Mais on ne peut pas complètement faire disparaître le cancer. Donc, il y a en plus des personnes qui souffrent déjà de cancer, que l'on ne peut pas faire disparaître non plus. Donc il faut pouvoir traiter ces personnes. Donc, si on dépiste tôt, ça veut dire qu'on a un diagnostic tôt. Et donc, on peut traiter plus tôt. Et maintenant, quand on parle du traitement, il y a plusieurs stratégies. Il y a la chirurgie, évidemment, qui est connue. Vous avez l'oncologie médicale avec les médicaments. Je sais que tout le monde entend souvent chimio, mais il y a beaucoup de choses en plus. Il y a l'hormonothérapie, la thérapie ciblée, mais allez, on va regrouper ça pour que tout le monde comprenne. On va dire chimiothérapie. La radiothérapie qui utilise des rayonnements, mais il y a un domaine qui est très important et la médecine nucléaire. Et c'est justement pour ça qu'on a eu la chance d'avoir le CGEA aujourd'hui,
qui est venu nous parler justement de ce domaine, qui intervient non seulement pour le traitement, mais également pour le diagnostic et le suivi de la prise en charge. Donc voilà un domaine qui est parfois négligé, qui est parfois peu connu, mais qui est pourtant primordial et pour lequel nous sommes très contents d'avoir reçu le CGEA pour nous en parler ici. Ah, vous savez, comme disait ma mère, on ne peut rien faire si on ne sait rien. La première des choses à faire, c'est la connaissance. Mon peuple périt par manque de connaissances. Avant de parler de partenariat, parce que moi je suis plutôt positif. Je veux dire que le partenariat n'existe pas encore, ou très peu dans notre pays, dans nos pays, parce qu'on ne comprend pas tous les bienfaits d'abord de la science qui est mise sur la table. Comme je l'ai dit ici, la médecine nucléaire est un domaine qui est primordial dans la prise en charge du cancer. Et donc, l'une des choses qu'on a eues aujourd'hui, c'est un cours, on a eu une formation, enfin je veux dire, on a eu ici une présentation de l'équipe de la médecine nucléaire, mais il faut aller plus loin pour le partenariat, parce qu'il y a un partenariat qui est administratif, mais il y a un partenariat scientifique. Il y a des cours, il y a des formations, des congrès qui doivent se développer entre les différentes structures, et je trouve que justement le leadership et la compréhension du CGEA et du commissaire vont dans ce sens, dans le sens des collaborations qui sont scientifiques, et cela pour le bien des malades. Donc concrètement, qu'est-ce qu'on fait? On va voir les entreprises, on va voir les institutions, on s'intéresse, on apporte l'information auprès des institutions médicales, et on met sur la suite un contrat de collaboration qui nous permet à tous de faire bénéficier les patients des bienfaits de cette médecine. Ah ben écoutez, c'est la fonction qui crée l'organe. C'est que ce qui est bien, c'est que le CGEA a déjà investi. Ils ont investi sur quelque chose qui existe, qui est déjà concret. Le concret, c'est un service avec des hommes et des femmes qui sont compétents dans cette matière et qui n'ont besoin que simplement de patients pour pouvoir mettre en place tout le bienfait de leur science, de la médecine nucléaire qui est là-bas. Donc, à l'heure actuelle, qu'est-ce qu'il faut faire? Comme je dis, il faut discuter, apporter l'information comme celle qu'on a eue aujourd'hui, mettre un cadre de collaboration qui veut dire tout simplement s'entendre sur papier, mais ensuite, par la suite, c'est juste pour la matière de la médecine nucléaire. Bien sûr qu'elle va se développer encore plus dans le pays, parce qu'il ne faut pas un seul service de médecine nucléaire, c'est pas possible, nous sommes plus de 100 millions d'habitants. C'est pas possible. En termes de logique, ça n'ira pas. Il faudrait la développer ailleurs, aussi bien à Kinshasa que dans nos provinces, que dans le pays. Mais pour l'instant, nous en avons une qui existe et qui est présente et qui n'attend plus que nous envoyions des patients chez eux pour qu'ils puissent les traiter. Alors, pour moi, la logique serait déjà de renforcer ce qui existe et ensuite d'appuyer pour qu'il y en ait d'autres qui puissent pulluler dans notre pays. Alors pour la question du Guac, il y a plusieurs raisons qui sont évoquées. D'abord la question alimentaire, etc. Mais quelque chose d'assez particulier, et d'ailleurs ça je le tire de justement des discussions avec des personnes qui travaillent énormément sur le sujet, et je vais peut-être vous étonner, c'est l'eau. L'eau. On passe à la consommation? L'eau. Je ne vais pas utiliser ce terme. Je ne veux pas dire que l'eau est impropre à la consommation parce que ça ne serait pas très correct pour ceux qui y travaillent. Mais je veux plutôt dire que le fait que notre eau ne soit pas suffisamment traitée, donc amène avec cette eau des taux de nitrite et de nitrate élevés. Or, le taux de nitrite et de nitrate qui sont élevés entrent en compétition avec l'iode, ce qui entraîne malheureusement des goitres dans notre pays. En tout cas dans notre ville, province de Kinshasa. Le fait que nous puissions avoir des eaux qui ne soient pas assez traitées peuvent amener à ça. Et ça, je le dis, pas simplement en parlant de la grande société de notre pays qui est la Régie des eaux, attention, mais même nous qui croyons aux eaux des forages et autres choses, qui puissions aussi croire que nous faisons bien les choses, mais comme cette eau n'est pas suffisamment contrôlée et traitée, cela peut aussi amener à d'autres problèmes. Par conséquent, que faut-il? Ah, mais il faut faire croire, il faut absolument qu'on puisse renforcer, comme je viens de vous dire. Je vous ai dit que pour les goitres, il y a la question alimentaire, il y a la question de l'alimentation, il y a une bonne hygiène alimentaire qu'il faut avoir pour nous,
mais aussi pour la question, comme je disais, de l'eau qui n'est pas suffisamment traitée. Ça, c'est une question, c'est une compétence qui me dépasse. Mais c'est quelque chose où je suis sûr, où les autorités fonctionnent, travaillent pour que notre eau soit complètement propre, comme vous avez dit, j'utilise votre terme, à la consommation et à l'utilisation de tous les jours. Il y a beaucoup de difficultés, je veux dire que de manière globale, la médecine spécialisée, l'hyperspécialisation amène à l'utilisation de matériels, je veux dire, qui sont en avancée dans nos régions. Or, ces matériels ont des technologies qui sont assez sensibles. L'une par exemple, des sensibilités, c'est l'énergie. Quand vous avez des problèmes d'électricité, des problèmes d'humidité, sachez que ça, c'est un problème qui est primordial pour ce type de technologies qui peuvent les abîmer. Donc ça, c'est déjà, vous voyez, c'est un challenge qui est assez important. D'autres challenges, c'est la logistique. Vous voyez, on est en termes de médecine nucléaire, ce qui vous amène à des responsabilités aussi bien sur les personnes qui utilisent ces techniques, parce qu'il faut les protéger des rayonnements, mais vous avez aussi l'environnement qui est quelque chose de très important. Et lorsque vous faites cette sécurité, mais en plus, ces technologies utilisent des intrants, des sources qui ne sont pas forcément développées chez nous en RDC, donc vous devez le faire venir. Et vous voyez la difficulté qu'on a parfois même pour se déplacer dans notre pays, déjà en interne. Alors vous imaginez importer des sources de l'extérieur, vous voyez toute la logistique que ça entraîne. Je vous ai parlé de la question sécuritaire, donc environnementale, mais en plus de ça, de la question de sécurité environnementale, vous avez aussi la sécurité dans le déplacement localement, l'amener à bon port, et le pire dans tout ça, c'est que ces sources, une fois qu'elles sont produites, même si elles ne sont pas utilisées, elles perdent déjà au terme de leur valeur. Donc, c'est des questions logistiques, des challenges qui amènent à une forte intelligence et à beaucoup de coordination en termes des équipes qui se battent pour la question du cancer dans notre pays. En fait, tout ce que, vous savez, on ne peut faire qu'en fonction des moyens qui sont présents. Ce que vous devez bien comprendre, c'est que la question du cancer le cancer de manière générale coûte extrêmement cher. Pour vous donner une idée, l'étude qu'a menée dernièrement le Centre national de lutte contre le cancer disait que plus ou moins la prise en charge d'un patient, par exemple pour un cancer du sein, équivaut plus ou moins à 45 000 $. Vous voyez? En termes de coût, l'évaluation qu'ils ont faite pour un patient. Pourquoi est-ce que ça vous coûte cher? C'est à cause de la technologie dont je vous ai parlé. La technologie. Que ce soit pour les médicaments. Vous pouvez avoir des médicaments comme ça, la thérapie ciblée, qui peut vous valoir, juste un produit de thérapie ciblée peut vous valoir jusqu'à 20 000 $. Rien qu'un médicament. Vous voyez. Si vous rajoutez maintenant les machines, si vous prenez les machines de radiothérapie, les machines comme on a ici en médecine nucléaire avec une gamma caméra, c'est de l'ordre des millions. Ce n'est pas de l'ordre des centaines de dollars. Or déjà, les centaines de dollars sont très difficiles. Vous savez que la grande majorité de notre population vit avec moins de 2 $ par jour. Alors vous prenez des machines qui coûtent aussi cher. Prenez, en plus, avant de vous parler de la rentabilité, vous dites-vous que ces machines qui sont très chères, demandent une maintenance. Cette maintenance n'est pas faite localement. Ça veut dire que quand vous avez une machine, vous devez mettre une maintenance, sinon ça ne vous sert à rien. C'est comme, prenons un avion Boeing. Imaginez que vous achetez un avion, c'est très bien, mais votre avion doit voler. Et votre avion doit continuer de voler. Et la continuité, c'est comment est-ce que vous la chérissez et comment vous la maintenez. Donc ces machines coûtent extrêmement cher. Leur maintenance est coûteuse. Leur amortissement est élevé. Et donc si vous n'avez pas une subvention, une mutuelle, une couverture qui aide le patient doit le payer lui-même de sa poche, et c'est ce qui fait que les coûts est élevé. Donc ce que nous croyons, par exemple, comme vous parlez du Centre hospitalier Nganda, pour parler spécifiquement de la médecine nucléaire, l'une des parties primordiales, c'est la source. Je vous en ai parlé précédemment.
Alors, il y a l'usine de cette source, pour que tout le monde comprenne, qu'on appelle ici le cyclotron. Ce cyclotron vous permet de développer des radiotraceurs qui peuvent être utilisés, que ce soit pour le diagnostic, le traitement ou pour la recherche. Et ça, c'est un coût d'investissement qui est faramineux. Il est faramineux. Donc, personnellement, ça c'est personnellement, lorsque nous avons entendu que le CGEA développait un projet au niveau d'un cyclotron, d'un développement du cyclotron, j'ai trouvé ça très heureux. Je trouvais que c'était vraiment une belle avancée pour notre pays. Le chef de l'État l'a évoqué même dans son discours sur l'état de la nation. Très bien. Et le chef de l'État, avec son leadership et sa vision, ne pouvait aller que dans ce sens-là pour aider nos populations à aller de mieux en mieux, que ce soit pour des questions de maladies infectieuses que pour les maladies non transmissibles. Et c'est quelque chose qu'on le doit absolument louer par rapport à une vision à long terme pour le bien-être de nos populations. Et ça, cette vision se matérialise avec le centre de diagnostic et de traitement qui est en train d'être développé au niveau du CGEA, avec, comme je vous le disais, ce cyclotron qui permettra de produire des radiotraceurs sur place. Pour que vous compreniez très simplement, prenons par exemple un des radiotraceurs, le FDG. Celui-là, qui vous permet de faire plusieurs examens, il a une durée de vie de 2 heures. Donc vous voyez, si vous devez l'importer de l'extérieur, c'est très compliqué. Donc, mais si vous le placez sur place, ça vous fait déjà de gagner en temps. Ça va pas, il y a d'autres challenges évidemment avec nos problèmes de déplacement, mais au moins, nous avons la possibilité de mieux prendre en charge nos patients localement. Et ça, c'est un plus pour notre pays. Bonne fête à tous. Merci Mingi pour la bino bayobozala qui n'a vu soit à travers ce nouveau numéro. Il y a tribune libre. Vos remarques nous sont les bienvenues. Ça là qu'en 2026 au Longwa Club il y a bayebazwa master na motema mabe ba traître ya Congo ozala parmi bayebalingi Congo elonga. Na kombo ya Daniel Chisungu, Firandonga la Padubo Mbusa, Rigen Maleu, Jefazam, Guillaume Mubenga, mingi bino ba ibozeli ko tambole na bendela ntomba Kongo na mitema na bino, François Mukanda, atondi bino, tokutani mbalasi.